11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie de l'écrivain Régis Geoffrey. On parle de son livre Microfiction 2022. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Régis Geoffrey. Bonjour. En plus de 35 ans d'écriture, vous vous êtes glissé dans la tête de milliers de personnages pour quelques pages ou bien plus. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Régis Geoffrey, vous êtes né à Marseille, fils unique, vous grandissez dans la rue Marius Geoffrey, c'est le nom d'un aïeul grand maçon qui avait construit une partie du quartier avant qu'une rue ne porte son nom. Et c'est aussi le nom de votre fils ? Oui, tout à fait. Oui, je suis la seule personne que je connaisse à être né dans une rue qui porte le nom de mon fils. Et vous avez fait exprès de l'appeler Marius pour qu'il ait une rue à son nom ? Non, mais ça nous est venu avec sa mère. On a trouvé le prénom était très beau. À l'époque, c'était pas la mode, mais inconsciemment, il est devenu à la mode, pas à cause de nous, mais il est venu à la mode à cette époque. Mais est-ce qu'il habite là-bas comme Victor Hugo qui habitait dans sa propre avenue ? Non, c'est ce que je lui disais. Tu devrais, mais non, il habite Paris. Il est né à Paris. Il a très peu vécu là-bas. Non. Régis Geoffrey, je crois que vous avez un souvenir assez précis d'un moment de votre enfance où vous ne possédez pas encore le langage et où vous observez vos parents parler dans une langue qui vous est encore étrangère. Oui, tout à fait. C'est quoi ? C'est-à-dire que je voyais mes parents parler et je ne savais pas ce qu'ils disaient, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, effectivement, comme s'ils avaient parlé une langue complètement étrangère. Ça, c'est un souvenir que j'ai et je pense que c'est un souvenir extrêmement lointain de voir des bouches qui parlent et ils parlent une langue que je ne connais pas. Mais vous connaissiez déjà le français, vous n'aviez pas encore le langage en vous ? C'est-à-dire, je devais avoir 2 ans ou 1 an et demi, donc je parlais français, mais peut-être moins bien qu'aujourd'hui. Comment c'est qu'un souvenir aussi ancien remonte ? Je l'ignore complètement. Je l'ignore complètement, mais j'en ai le souvenir très très net. Puis vous grandissez et la communication avec votre père, qui est sourd suite à une maladie, va se faire avec des bouts de papier sur lesquels vous écrivez pour échanger avec lui. Oui, tout à fait. C'est un peu... Longtemps après, je me suis dit que ça pouvait avoir un rapport avec mon écriture et notamment cette façon de monologue d'une certaine façon parce que si je parlais, mon père ne m'entendait pas, donc je parlais un peu dans le désert, comme on parle un peu dans un livre finalement. On écrit et il n'y a personne en face de soi. Enfant, vous êtes scolarisé dans une école de garçons et vous auriez préféré être dans une école mixte parce que vous remarquez qu'avec les filles, on peut parler et pas seulement courir après un ballon. Plus tard, en classe de 5e, Régis Geoffrey, vous vous faites renvoyer de votre collège de jésuites. Vous avez fait quoi ? J'avais rien fait, ils trouvaient que j'étais bête, c'est ce qu'ils avaient dit. Donc oui, ils trouvaient que j'étais bête. Mais bon, vous savez, c'était pas grave. De toute façon, les jésuites, tout le monde y passe et tout le monde est viré de chez les jésuites pour une raison ou pour une autre. Non, mais je préférerais inventer une histoire de chahut, mais j'étais pas un élève très chahuteur, malheureusement. À l'âge de 14 ans, la lecture arrive dans votre vie. Vous achetez votre premier roman, un livre d'Émile Zola, La faute de l'abbé Mouret. Vous prenez goût au livre et vous aimez traîner longtemps dans une librairie proche de la Canebière au rayon livres de poche, très occupé et très concentré à choisir votre prochaine lecture. À l'adolescence, vous avez la certitude que vous allez devenir écrivain. Vous commencez à tâter le crayon. Un soir, vous vous mettez à écrire 1 page, puis 2 et vous finissez l'histoire. Vous trouvez ça totalement magique et jubilatoire. Ensuite, vous écrivez un roman de 150 pages, mais vous découvrez votre esprit critique et ça vous bloque totalement. C'est-à-dire vous êtes relu et vous êtes dit c'est pas possible ? Non. Je suis désolé, toutes les informations sont exactes, je me rappelle pas avoir jamais été bloqué dans l'écriture. C'est vrai ? Non, je me rappelle pas. Non, ce qui s'était passé, mais c'est plus tard, mais c'est peut-être à ça où vous faites allusion. La correspondance de Flaubert m'a amené à essayer de faire comme Flaubert qui faisait des scénarios et j'y suis jamais arrivé. Donc ça, pendant 2 ans, j'ai eu peut-être assez de problèmes et c'est peut-être ça, oui, peut-être ça dont vous parlez. Régis Geoffrey, vous entreprenez des études de philosophie à Aix-en-Provence et une fois votre maîtrise en poche, vous quittez Marseille, direction Paris. Là, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Vos articles et manuscrits sont systématiquement refusés et vous vous faites recaler en boîte de nuit. Non, ça c'est faux. Ah bon ? Ça, je vois l'interview de la personne. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle me donne les enregistrements. Elle avait un gros magnétophone d'autrefois. Non, c'est pas. Pourquoi voulez-vous que je me fasse recaler en boîte de nuit ? J'étais jeune. Je venais pas de ma campagne. J'étais habillé comme tout le monde. Non, j'ai pas été. Ce qu'il y a, c'est que je suis nocturne parce que je me lève à l'aube. Je me couche à l'aube, mais je suis pas noctambule. Donc, même à l'époque du Palace, d'ailleurs, au Palace, on rentrait comme dans un moulin, si mes souvenirs sont bons. Bain douche,
bon. Le bain-douche, il y avait la queue. Parfois, c'était pas facile. Il y avait la queue, mais quand vous voyez les gens qui avaient à l'intérieur, vous vous demandiez un peu qui pouvait trier. Non, honnêtement, je me rappelle pas. Vous n'êtes pas fait recaler en boîte de nuit? Je ne crois pas, non. Je crois pas m'être fait recaler, en tout cas pas souvent. Puis vous rencontrez un certain Pierre Billard, producteur de radio, qui vous fait travailler à ses côtés. Vous êtes à bonne école, il vous enseigne une écriture très réfléchie et très travaillée. En 85, vous publiez votre premier roman, Seul au milieu d'elle. Puis vous créez la revue Dossier criminel. En couverture du premier numéro, la vie monstrueuse de Thierry Paulin. Au sommaire, les portraits d'une tueuse de femmes lesbiennes, lascives et criminelles, de l'étrangleur de Boston et du vampire de Düsseldorf. Un dossier sur les psychopathes et tueurs en série et un hit parade de l'horreur. Ça annonce la couleur. Incroyable. Oui, si vous voulez, c'était un peu l'époque. Hein. Moi, je revenais un peu de tous ces épisodes, un peu le rock and roll, un peu noir, etc. Et puis, vous savez, c'était plus prétentieux que ça. Moi, j'avais toujours été un peu hanté par des écrivains comme Simenon, par exemple, ou d'autres, et par le premier détective qui avait été lancé par Gaston Gallimard. Et moi, je m'étais dit, je vais envoyer aussi des gens au loin et passer 6 mois en Orient, mais j'ai jamais pu le faire. Par contre, on s'aperçoit qu'on fait des choses qu'on pense alimentaires et qui en même temps vous marquent profondément et vous amènent après à réaliser vos rêves. Parce que j'ai réalisé des années après, quand j'ai écrit Claustria, sur cet homme qui avait enfermé sa fille pendant 24 ans dans une cave et lui avait fait 6 enfants. Et là, j'ai vraiment réalisé ce projet, c'est-à-dire de passer du temps quelque part, de pouvoir enquêter et même de pouvoir découvrir des choses qu'on n'avait pas découvertes. Et donc ça, c'était un peu, vous savez, dans la vie, on dirait qu'il y a des répétitions d'événements qui se produisent, et là, ce fut en réalité une répétition. Régis Geoffrey, vous vous faites remarquer et connaître avec Histoire d'amour, un texte rédigé à la première personne où vous vous placez dans la tête d'un monstre, un violeur tortionnaire convaincu de vivre une idylle banale. D'une énergie débridée avec leur aspect dérangeant, vos premiers livres passionnent la critique et votre prose va continuer de heurter autant qu'elle charme et captive les lecteurs. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez.